Je voudrais remercier tous ceux qui sont venus, vraiment les anciens, les femmes, les griots, ce sont mes amis, qui sont venus avec notre sœur d'Ombourg, et qui est, comme elle a tantôt dit, son père est un de nos plus grands soutiens au niveau d'Ombourg. Par conséquent, d'abord, je te souhaite en tout cas, elle a vendu son nom au Kouyaté là, il faut que lui dise Kouyaté, mais elle est femme d'Ombourg. Donc je voudrais aussi surtout saluer la présence de mon ami et frère Sidi Diop, qui fait partie des premiers partis. Ce n'est pas le premier, hein, parce que le premier a été notre ami, comment il s'appelle encore, M. Bruno Derneville, qui était ancien candidat à la présidentielle et qui, le premier, est venu. Il y a en plus d'autres qui sont venus, comme Aaron Mbaye, et d'autres partis, aussi des syndicalistes. Mais Cheikh Sidia a été le premier à avoir fait une déclaration officielle. Donc je voudrais lui dire toute mon amitié et surtout lui manifester ma sympathie et lui dire que nous avons un parti politique, mais nous n'irons aux élections que sur la bannière d'une coalition. Et donc une coalition que nous sommes en train de bâtir avec vous, avec les partis politiques constitués, mais aussi avec des syndicats, des mouvements de la société civile et beaucoup d'autres mouvements qui sont en train de se créer, qui sont des mouvements de soutien. Donc je voudrais féliciter très sincèrement l'UCS, la section UCS de l'Île-de-France, qui est dirigée par notre jeune frère Sonko. Ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Vous savez que notre parti est un parti très démocratique. Ils ont fait une élection et il a gagné. Donc c'est le moment vraiment d'appeler tout le monde autour de l'essentiel. Parce que la seule tâche noire aujourd'hui, c'est que je n'ai pas vu l'autre partie de l'UCS qui devait être là. Parce que les tendances sont en train de se créer dans le parti. Je n'ai pas l'habitude de cacher les choses. Je les dis les choses comme je les ressens. Donc c'est déplorable que les autres ne soient pas là. Mais je pense que ce n'est que partie remise. Je vais prendre mon baptême de pèlerin ou bien la directrice de structure viendra pour que l'unité puisse régner au sein de ce parti. Parce qu'au niveau du Sénégal, on n'a pas de division. Au niveau de la direction nationale, on est unis. Seulement dans le mouvement des femmes, où il commence à avoir des grincements. Mais quand un parti grandit, il y a toujours des ambitions qui naissent. Mais essayons de les faire dans le fair play et surtout dans la solidarité. Et savoir que parmi vous, personne n'est candidat à la présidentielle. Je suis pourtant, pour l'instant, le seul candidat déclaré du parti. Donc par conséquent, essayez de vous mettre vraiment autour de l'essentiel pour que l'unité, que la massification puisse se poursuivre au niveau de Paris et de France. Parce que je compte beaucoup sur vous. Notre parti est un jeune parti, mais nous sommes déjà un très grand parti. Et ça, nous le devons à votre travail, au travail des anciens comme ma mère, Madame Gassama, qui est là, que je salue, qui a toujours été là, aux anciens qui vous ont accompagnés. Je voudrais surtout faire une mention spéciale à M. Diao, qui est notre doyen et qui connaît pratiquement l'ensemble des Sénégalais qui ont immigré ici et qui m'a même fait des recommandations parce que demain, à la même heure, je dois tenir un meeting à Almeria, en Espagne. Il a des amis partout et je voulais vraiment saluer le rôle important et le travail qu'il est en train d'abattre au niveau du parti. Il est où pour faire votre micro? Donc, je voudrais très sincèrement vous dire que l'opposition a appelé à l'unité. Je pense que moi, depuis que je suis devenu président de ce parti, que j'ai quitté le PDS, dans la douceur, hein, je pense aussi de ceux qui ont quitté et qui n'ont jamais créé le problème au PDS. Et chaque fois qu'ils m'ont sollicité, je suis venu leur apporter mon soutien. C'est le cas quand il s'est agi de porter la motion de censure contre le gouvernement de Abdoul Mbaye. Le PDS n'avait pas la majorité requise à l'Assemblée. Ils ont fait appel aux députés de l'UCS. Donc nous sommes allés avec eux. C'est le cas aujourd'hui aussi quand ils étaient en train de constituer leur groupe parlementaire. J'étais sollicité par d'autres.
Mais pour moi, quand Abdoulaye Wade me sollicite, c'est d'abord la priorité. Donc je l'ai suivi. Par conséquent, je voudrais que cette ambiance de solidarité qui règne au sein de l'opposition puisse se poursuivre. J'ai dit à des amis que, et je l'ai dit dans la presse, que mon frère, parce que Macky Sall c'est mon beau-frère aussi, qu'il a réussi la prouesse d'avoir autour de lui là, tous les vétérans. C'est l'ensemble des vétérans qui sont avec lui. Donc, que ce soit Moustapha Niasse, que je respecte beaucoup, qui est mon père, que ce soit Ahmad Dansoko, qui est aussi un père pour moi, que ce soit Robert Sagna, qui est mon tonton à Ziguinchor. En fait, tous, Djiboka est allé, c'était le dernier rempart dans cette génération de vétérans politiques. Et nous, de l'autre côté, vous avez toute la nouvelle génération d'hommes politiques qui se met face à Macky Sall. Faites un peu, regardez les profils. Moi, je suis là, mon frère Kalima de l'autre côté. Il y a Malick Gakou, qui s'est dressé, Pape Diop, qui est un peu notre doyen, mais qui est quand même de notre génération, Idrissa Seck et Khalifa Sall. Tout ça, ce sont des gens de la même génération que Macky Sall. Par conséquent, ce sera difficile, dans ces conditions. Il y a un célèbre musicien qui me disait, vous savez maintenant, le Sénégal, les grands leaders de la trempe de Abdoulaye Wade, c'est terminé. Maintenant, c'est une équipe nationale. C'est-à-dire, il faut faire des sélections. C'est pour ça que c'est important les coalitions. Il faut faire des sélections. Dans le sud, là, je suis imbattable. Ils ont tout fait pour me gagner, mais ils peuvent pas. Je les ai battus dans les 147 bureaux de vote de la commune. Cela veut dire, et il dit ça, c'est qu'il est imbattable à Thiès, ils ont tout fait pour le gagner. Khalifa Sall, nous l'avons tous soutenu à Dakar, il a gagné. Je suis sûr que notre ami Malick Gakou, s'il était candidat à Guédiawaye, il aurait gagné. Donc par conséquent, chacun a son territoire. Et cela, je pense, c'est important pour que cette unité que nous, on a toujours appelée, qu'elle prenne forme, parce qu'en 2017, s'il n'y a pas la présidentielle, il y aura les législatives. Et ce sera l'occasion pour l'opposition de créer une grande coalition à l'image de Benno Bokk Yakaar. Je pense que si nous sommes tous unis, nous allons, Inch'Allah, remporter les élections législatives et former nous-mêmes notre gouvernement. Nous, au niveau de l'UCS, nous réaffirmons notre ancrage à l'opposition. Nous réaffirmons notre détermination à faire de telle sorte que cette unité puisse se poursuivre. En France, il y a quelque chose d'assez particulier. Le FDR dont parlait tout à l'heure notre ami Fall. Je pense qu'il y a beaucoup de partis qui sont membres de ce FDR ici et qui ne le sont pas au niveau de Dakar. Il faudrait que les Réunis de mon frère Idrissa Seck, que les autres tous partis puissent en tout cas venir autour de cette plateforme on est en train d'en construire une autre qu'on appelle un peu le grand cadre et qui n'a pas encore de nom. J'ai le nom mais je n'ai pas le droit de le révéler. On a déjà mis en place un fonds pour la transparence des élections. Donc j'invite l'ensemble des autres partis à venir se joindre à nous. Nous sommes en discussion avec d'autres pour que, dans le cadre d'un fonds unitaire, nous puissions avoir en tout cas une puissance de frappe beaucoup plus grande qui fera que le pouvoir en face nous entendra. Et j'invite mon ami Guirassy, qui a fait sa petite recette politique, de revenir pour que... parce que je fais une confidence. Quand je créais l'UTS, il était parmi les personnes que j'avais ciblées dès le départ. Et bien d'autres. Mais je pense que cela est important. Maintenant, pour ce qui concerne le Sénégal, c'est que beaucoup, et vous avez vous tous fait un peu le diagnostic de notre économie, de ce qui se passe au Sénégal. Et je pense que les orateurs qui se sont succédés ont de très bonne manière décrit la situation économique, la situation politique, la situation sociale du Sénégal, qui est marquée par des emprisonnements tous azimuts, opposants. Cette traque des biens mal acquis qui est une traque des opposants, sérieux. Parce que chaque fois que
votre tête émerge de l'eau, il faut la couper. On invente une histoire de traque de Belmanaki qui, en fin de compte, n'existe dans le monde qu'au Sénégal. On vous dit, vous avez... Lui, il fait partie de mes avocats, Pape Mamadou. Il connaît bien mon dossier. Par conséquent, on vous dit, vous avez une belle chemise, monsieur. Vous l'avez acheté à combien? Il faut prouver où est-ce que vous avez pris cet argent. Alors moi, vous savez ce qui m'ont le plus? Pourquoi ils me disent, oui, monsieur Baldé, depuis 2000, vous avez mis de l'argent dans vos comptes, de tel, dites-nous, les 5000 francs là, où est-ce que vous les avez pris? Et ça, c'est inimaginable. Qui peut se rappeler en 2000 ce qu'il a mis dans son compte et quelle est son politique? Vous tous ici, on vous a donné de l'argent que vous avez dans votre, qui n'était pas votre argent. Et qui plus est, in fine, il n'y avait rien du tout dans nos comptes. Ils ont inventé les chiffres qu'ils ont eu. C'est pour ça que les gens ont du mal à expliquer ce qui est en train de se faire. Mais soyez rassurés que le combat va continuer, que le Sénégal est dans une situation que tout le monde nous connaît. Aujourd'hui, les chiffres qui sont sortis, quand on remettait le Sénégal à l'actuel pouvoir, les chiffres de notre PIB par habitant étaient de 1048, presque 1050 par habitant. Ils ont essayé de faire des efforts. Jusqu'en 2014, c'était à 1075. Et puis, patatras. Cette année, on est à 934. Donc, où est l'émergence dans ça? On dit qu'il y a une émergence. Mais il y a une régression. C'est pour ça que le Sénégal est aujourd'hui classé parmi les 25 pays les plus pauvres au monde. Ce n'était pas la situation qui était celle de 2012. Donc, par conséquent, on nous tympanise à longueur de journée avec le plan Sénégal émergent, mais c'est un plan, nous participons à une sorte de régression d'un plan Sénégal qui régresse. Par conséquent, il faudrait que l'ensemble des forces vives du Sénégal, en particulier vous, la diaspora, que vous puissiez prendre vos responsabilités, parce que vous, votre vote, il est double. Quelquefois même, il est triple ou il est multiplié par 10. Chacun des membres de la diaspora a fait voter peut-être 10, 15, voire un village. Donc, votre responsabilité est importante. Vous devez prendre conscience du fait que le Sénégal est dans une situation déplorable et que depuis 1960, en fait, ça c'est la responsabilité aussi des élites politiques africaines. Quand vous partez, mon père vient de la région de Kolda. J'y étais pour entrer dans la case de l'homme quand j'étais jeune, j'avais peut-être 6 ans. Je suis retourné là, mais rien n'a changé là-bas. Au contraire, les conditions se sont dégradées. Parce que nous, les hommes politiques, chaque fois qu'on est en tournée politique, les chefs de village, en fait, les élus locaux du coin nous disent oui, on a besoin de ça, on a besoin de ça. Avant des votes, on leur dit d'accord, on va le faire. Mais après, quand on sort de là, pris par tout ce qui est la contrainte d'exercer un pouvoir, on oublie les choses et les pauvres paysans continuent à rester dans les conditions où ils étaient. Alors nous, dans notre parti, on s'est dit que le constat est déjà fait. Les mots du Sénégal sont connus. Partout où vous partirez, les gens vous diront, Monsieur Balé, on n'a pas de l'eau, on n'a pas de route, on n'a pas d'électricité, on n'a pas de case de santé. Quelquefois, ils vous disent on n'a pas de mosquée, d'autres vous disent on n'a pas de chapelle. Donc les problèmes sont connus. Ce n'est pas la peine de faire des conseils de ministres décentralisés pour connaître le problème des Sénégalais. Nous, on s'est dit qu'il faut faire des plans et des programmes spéciaux qui vont faire de telle sorte que nos territoires seront développés. Le PSE, là, si on le mettait en PSE décentralisé, peut-être que ça aurait donné des résultats encore meilleurs que de construire des infrastructures qui sont déjà pas très rentables au niveau de là où elles sont faites. Mais il est important de bâtir les bases d'un développement durable au niveau des territoires et au niveau des régions.
C'est pour cela que nous, au niveau de notre parti, nous nous sommes dit qu'il faut mettre en place des programmes spéciaux par région. Et pour cela, nous allons partir d'un constat. Le constat, c'est que j'ai eu la chance d'avoir été haut responsable. Je n'étais pas politicien. J'étais secrétaire, d'abord commissaire de police, après je suis inspecteur général d'État et secrétaire général de la présidence. Donc je regardais le Sénégal de haut. Je ne le connaissais pas bien, hein, entre nous, je vous le dis. Mais quand j'ai affronté la réalité de l'exercice du pouvoir local, je me suis rendu compte de l'énormité de la différence qui existait entre la vision qu'on avait là-haut et la vision qu'on avait d'ici près. Je pense que c'est pour ça que le général de Gaulle disait qu'on peut gouverner de loin, mais on administre bien que de près. J'ai eu la chance, moi, d'avoir été là-haut et je suis retourné à la base. Donc je connais les difficultés de là-haut et les difficultés de la base. Par conséquent, il faudrait que nous ayons des politiques pour développer nos villes secondaires. Les capitales d'abord régionales. Nous on s'est dit que nous avons 14 régions du Sénégal. Notre programme, ce sera de faire des programmes spéciaux pour 4 régions par an, de manière à y injecter de l'argent pour faire les infrastructures, qu'elles soient des infrastructures routières, d'abord dans la capitale régionale ou départementale, les villes secondaires, essayer d'électrifier les grands villages-centres, d'y amener de l'eau, de mettre un certain nombre de postes de santé, en tenant compte d'une carte de santé bien déterminée, de manière à ce que les territoires, si les gens ils ont tout chez eux, ils ne viendront pas dans les grandes villes. Donc nous ferons de telle sorte que des villes comme, par exemple, si vous prenez la région de Kédougou, de mon ami Kimo, mais en dehors de Kédougou, il y a quelques rues, et puis la route qui va de Kédougou à Saraya. Mais si vous partez de Kédougou à Salémata, il n'y a même pas 1 kilomètre de goudron. Actuellement, les voitures ne passent pas. Donc les voitures ne passent pas. Si vous allez dans la région de Kolda, le département de Médina Yoro Foulah est le plus grand département du Sénégal. Il n'y a pas 1 seul kilomètre de goudron dans ce département. Dans les villes départementales qui abritent les capitales départementales, ces villes sont laissées à l'État, comme elles étaient pendant la colonisation. Donc il faudrait qu'on essaie de redonner vie à nos villes secondaires, de redonner de l'espoir aux gens qui y habitent, en y mettant le minimum nécessaire en termes d'infrastructures sociales de base, de manière à ce que nous puissions créer les conditions. Tantôt, M. Coulibaly a parlé de jeunes. Nous, on s'est dit que en Afrique, on parle souvent de chômage des jeunes. Mais ces jeunes-là, souvent, ils ne répondent pas dans la définition du chômage. Parce que le chômage, c'est quelqu'un qui a de la qualification, qui cherche un emploi et qui ne le trouve pas. Mais ces jeunes africains, la plupart, n'ont pas de formation professionnelle. On a fait de l'école la formation académique que nous tous nous avons suivie. Mais moi, quand je suis sorti de l'université, on me mettait dans un bureau, je ne pouvais rien faire. J'étais obligé d'aller dans une école de formation professionnelle d'abord, à l'école nationale de police. Je suis devenu commissaire de police. Et après, j'ai fait l'école nationale d'administration de France, ce qui m'a permis d'acquérir un bagage. Donc il faut que nous puissions mettre dans les différentes villes, des grands centres régionaux, en tenant compte des avantages comparatifs, encore une fois, des écoles de formation professionnelle, pour que les jeunes soient formés au métier de base, que ce soit l'apprentissage. Vous savez, avec mon ami Karim, quand on était en train de diriger les travaux de la NOCI, mais on avait des problèmes de main-d'œuvre. Les Sénégalais, on n'a pas assez de maçons qualifiés, on n'a pas assez de coffreurs qualifiés, on n'a pas assez de bétonneurs qualifiés, on n'a pas assez même de menuisiers qualifiés, et même les gens qui faisaient peut-être des travaux de base. Alors, il faudrait qu'on les forme dans des écoles de formation professionnelle, et nous, on a ce programme-là, pour former les gens. Il faut industrialiser le Sénégal. Si on veut que les gens puissent rester dans leur territoire. Je suis allé l'autre jour dans la région de Louga. C'est mes parents un peu là, du Ferlo.
Mais depuis les indépendances, c'est toujours la même chose. Quand il pleut, ils reviennent. Quand c'est la saison de sèche, ils partent avec leurs bêtes pour faire de la transhumance. Et quand ils reviennent aussi pendant la saison de pluie, ils produisent beaucoup de lait. Il n'y a pas de circuit de collecte, il n'y a pas de circuit de transformation. Le lait est souvent versé, alors qu'ils pouvaient nourrir tout le Sénégal. Alors nous, on s'est dit, vous partez à Casamance, les fruits pourrissent. Vous allez à Kédougou, c'est pareil. Dans d'autres zones, c'est l'arachide. Mais on a toujours fait comme nos grands-parents le faisaient. Vous allez toujours là, le tigadégué là, toujours les gens continuent à le faire. Ils essaient de transformer de façon sommaire et de façon artisanale la production. Alors nous, on s'est dit, il faut développer l'agriculture, il faut mécaniser l'agriculture, mais aussi il faut transformer. Il faudrait, par exemple, si je prends la région, le Ferlo, il faut d'abord de telle sorte que le président Wade avait commencé un programme qui s'appelle les bassins de rétention et la réhabilitation des vallées fossiles. J'ai fait le parcours Vélingara-Balkedi et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de vallées fossiles, qu'il y avait possibilité de réhabiliter des cours d'eau, de mettre des bassins de rétention de manière à ce que les bêtes ne fassent plus de la transhumance, comme les hommes politiques, mais que les bêtes puissent rester au territoire, dans le terroir, et puis faire une politique de développement de la culture du fourrage au niveau de ces zones. De manière à ce que les paysans, je l'ai expliqué dans une émission que j'ai faite là-bas, puissent avoir de l'eau, parce qu'ils font des kilomètres et des kilomètres pour que leurs bêtes puissent avoir de l'eau. Ils n'ont pas de fourrage, donc de manière à ce qu'ils puissent avoir de l'eau sur place et du fourrage. Et dans les autres régions aussi, il faut faire de même. Mais en dehors de cette politique de nourriture du bétail, il faut transformer la production de ce qu'ils font. Il faut définir un circuit de collecte entre Ranérou, Vélingara, Balkedi, toutes ces zones-là, pour qu'il y ait un circuit de ramassage de lait, de mettre dans les centres, un certain nombre de villages centres, des petites unités de transformation. Et au niveau de Linguère ou de Dara, mettre une usine qui va transformer le lait et les produits dans tous ces dérivés. Je pense que ça est important. Nous devons faire la même chose en Casamance. Nous devons faire la même chose au niveau de Fatick. Nous devons faire la même chose dans le niveau du Fouta, mais pas les mêmes industries, parce que chaque région a ses spécificités. C'est que nous appelons les avantages comparatifs. Et c'est là, je me suis rendu compte aussi que cette industrialisation, c'est vrai que dans les pays développés, c'est le secteur privé qui fait l'industrie. Mais dans nos pays, j'étais ministre de l'Industrie, j'ai tout fait pour amener les industriels à Ziguinchor pour qu'ils transforment les fruits et légumes qui pourrissent là. Ils nous ont dit, mais M. Baldé, on vous aime bien. Mais chez toi, d'abord, il n'y a pas la paix, c'est enclavé. Donc, on ne peut pas y venir. Et puis, il y a des problèmes de terre là-bas. Aujourd'hui, chaque fois qu'un industriel vient avec ses milliards pour venir investir, dès qu'il va sur un terrain, on dit non, non, ça c'était pour mes grands-parents, monsieur, vous ne pouvez pas être là. Alors, on soulève tout le village et les gens se dressent contre le projet. Alors, je me suis dit que pour qu'on ait une industrialisation dans nos pays, en particulier le Sénégal, il faudrait que ce soit d'abord l'État qui porte le projet. Au lieu de faire des bourses de sécurité familiale, de dépenser 25 milliards par an pour 25 000 par famille tous les 3 mois, avec ces 25 milliards, on aurait pu créer 25 unités industrielles de 1 milliard. Ça aurait employé autant de personnes qui sont en train aujourd'hui de nourrir. Et au Sénégal, chaque travailleur nourrit à peu près une dizaine de personnes. Donc les 25 unités industrielles, si vous y employez 100 000, ça aurait créé 25 000 emplois. Et ça, c'est pas rare. Par conséquent, je considère qu'il faut qu'on repasse notre politique agricole, notre politique de collecte, notre politique de transformation et notre politique industrielle. Sinon, nous allons continuer à faire la même chose et le Sénégal sera toujours, le Sénégal de la bourse, de l'intérieur, je veux dire, restera toujours comme il a été. Donc nous,
nous sommes en train de travailler sur ce programme. Nous avons fait de telle sorte que le programme ne vienne pas seulement de nous, mais de façon empirique. Nous avons demandé aux différents secteurs socio-professionnels de venir discuter avec nous. Nous avons déjà commencé avec les pêcheurs. C'est eux qui connaissent le plus les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Et c'est eux qui pourront nous donner des pistes de solutions. Nous, maintenant, on mettra le maillage idéologique et tout ce que nous aurons apporté en termes de grandeur et de vision dans le développement de ce secteur. Mais il est important de discuter avec les gens qui sont à la base. Donc nous avons déjà discuté avec les pêcheurs qui sont venus de tout le Sénégal dans ce qu'on appelle Kandou Askanui, où on donne la parole aux populations qui s'expriment. Et après, nous faisons tout cela sous forme de programme. Nous allons le faire avec les étudiants, nous allons le faire avec les syndicalistes, nous allons le faire avec les agriculteurs, avec les éleveurs et tous les autres secteurs. Nous allons le faire aussi avec vous, la diaspora. Nous avons peut-être une vision de notre diaspora, nous, ce que nous pensons qui doit être fait. C'est vrai que j'étais un immigré comme vous, mais peut-être pas dans les mêmes conditions. J'étais étudiant. Mais je considère que les problèmes que vous vivez, c'est vous qui les connaissez mieux que nous. C'est au niveau du Sénégal. C'est pour cela que nous militons pour une augmentation de la représentation des députés de la diaspora au niveau de l'Assemblée nationale. Amadou Siré était le seul Sénégalais du président. Il faut au moins qu'il y ait 3, 4 députés, 5, 6 qui représentent la diaspora. Je ne pense pas seulement de France. Pour qu'ils aillent à l'Assemblée nationale pour porter votre voix. Pour dire les problèmes auxquels vous êtes confrontés de façon quotidienne. Cela est important. Nous, ça figure dans notre programme. Maintenant, on va l'enrichir avec vous. Et depuis l'indépendance, 1960, on n'est pas encore né. C'est toujours les mêmes problèmes. Vous avez des problèmes de carte d'identité, vous avez des problèmes de renouvellement de vos passeports, vous avez des problèmes d'obtention d'extrait de naissance pour vos enfants qui sont nés sur le sol français, et d'autres problèmes qui sont liés à l'état civil. Nous considérons que nous sommes à l'ère du numérique. C'est vrai qu'il faut avoir de grandes ambassades, il faut avoir des consulats généraux, mais il faut qu'on ouvre davantage de bureaux consulaires dans les villes secondaires importantes de France. Et ça, pas seulement en France, mais dans les 10 grands pays d'immigration, nous allons ouvrir beaucoup de bureaux consulaires pour rapprocher les Sénégalais de l'administration. Parce que tout à l'heure, Madi a dit que vous apportiez des milliards d'euros, peut-être 1 milliard. C'est 650, à peu près 600 000 milliards, entre 600 000 et 800 000 milliards, que l'immigration apporte chaque année à l'économie sénégalaise. Et cela, je pense, c'est important. Parce que le PIB du Sénégal est de 8 000 milliards. Vous apportez 600 000 milliards. 600 000 à 800 000 milliards de francs CFA à l'économie nationale. Donc, c'est important. Il faudrait que l'État puisse vous accompagner dans ce que vous êtes en train de faire. Donc, aussi bien, et je suis entouré d'enfants qui sont venus de l'immigration, qui sont nés ici. Ouri est né ici. Et les membres d'un parti politique en France, mais aussi de l'UCN. Madi a été la porte-parole des jeunes populaires au niveau national, au niveau de l'UMP. Donc, elle est intégrée ici, mais aussi, aujourd'hui, elle se bat pour que son pays d'origine, qui est le Sénégal, puisse émerger. Et de ce point de vue, il faut que l'État puisse accompagner les immigrés. Parce que vous avez des enfants ici qui ne vont pas souvent au Sénégal, qui ne connaissent pas la culture du Sénégal, et qui sont aussi souvent mal intégrés ici, donc ils ne connaissent pas la culture française comme ils se devaient. Donc, ils deviennent quelque chose, un peu, je ne dis pas des acculturels, le mot est trop fort. Donc, nous, ce qu'on veut dire, ce qu'on veut, c'est qu'il faut que le Sénégal, de par sa politique culturelle, puisse accompagner aussi les Sénégalais de l'extérieur, en mettant en place dans les grandes villes des centres culturels sénégalais, pour que les artistes, pour que les gens pratiquants sénégalais, pour que l'histoire du Sénégal soit enseignée à ces jeunes. C'est pour ça que les Chinois contrôlent le monde. Les Turcs, partout où vous allez, ils ont un centre culturel chinois, centre culturel turc, les Français, ils ont des centres culturels partout, y compris dans ma ville. Mais c'est pour que la culture française soit
pour que les enfants puissent s'approprier de cette culture. Pourquoi nous, on ne le ferait pas? Donc nous, cela fait partie de notre programme. De l'autre côté, on s'est dit que vous apportez 800 000 milliards à l'économie sénégalaise. Mais vous n'avez aucun système social qui provient du gouvernement pour vous aider. Ce n'est pas tout le monde qui est dans les as ici. Il y a de grands malades, il y a des gens qui sont dans les prisons. Et quelquefois, il y a des décès. J'étais secrétaire général de Watt pendant 8 ans et demi, président Watt. Chaque fois, il y avait des coups de fil, des gens qui mouraient en ISS, d'autres en France, d'autres en Turquie, qui n'avaient pas les moyens de rapatrier leur corps. Chaque fois, il fallait faire de la gymnastique pour d'abord joindre quelqu'un que vous connaissez à la présidence, qui joint le président ou le secrétaire général. Donc on s'est dit qu'il faut mettre en place un système, une sorte de fonds de solidarité des Sénégalais de l'extérieur. Ce fonds, dans un premier temps, doit être alimenté par le gouvernement, même si après il faut le transformer sous forme de mutuelle, pour que les Sénégalais puissent aussi y voir, puissent y mettre leur main. Ce fonds serait logé, on mettrait un montant, au niveau des ambassades et des consulats, mais ne sera pas géré par les ambassadeurs et les consulats. Sinon, chacun va y mettre ses militants, ses frères ou ses parents. Pour que ça puisse servir à l'ensemble des Sénégalais, il faudrait que ce fonds soit géré sous forme de conseil d'administration. Dans toutes les villes, il y a l'association Les Sénégalais. Ils sont tous organisés, hein, vous êtes bien organisés. Ces grandes associations de Sénégalais pourront déterminer des administrateurs sous la direction de l'ambassadeur, hein, qui sera le président de ce conseil d'administration. Et chaque fois qu'il y aura un grand malade qui doit être rapatrié, quelqu'un qui est décédé et qui doit retourner au Sénégal, ou quelqu'un qui a des problèmes de justice et qui n'a pas les moyens de se payer un avocat, le conseil d'administration se réunit et a lui un montant pour l'assister dans ce qui est les problèmes. Un autre problème qui est fondamental pour nous, c'est la création d'une société immobilière. D'autres parlent de mutuelle. On est en train de réfléchir pour les Sénégalais de l'extérieur. Parce que la plupart d'entre vous ont eu la désagréable surprise, souvent d'envoyer de l'argent au pays pour se faire construire une maison. Vos cousins, quelquefois même c'est les tontons, ou quelquefois c'est les papas, ou les frères, vous envoient des photos avec la maison d'à côté, en disant que c'est la vôtre. Et quand vous arrivez généralement, il n'y a pas de maison. Les gens ont pris ça pour prendre une deuxième épouse pour faire autre chose. Donc je me suis dit que pour mettre fin à ce système qui vous pénalise, il faudrait qu'on puisse mettre en place une société immobilière qui est destinée aux Sénégalais de l'extérieur. Cette société immobilière, à côté de la BHS, ferait de telle sorte que dans les villes ou les villages où vous êtes originaire, qu'il y ait un certain nombre de mesures qui soient prises par les maires, tout d'abord pour mettre des terres à vos dispositions, et puis que vous puissiez passer par ce système bancaire avec la société immobilière pour vous construire des maisons dans vos zones d'habitation. Comme ça, vous n'aurez pas de problème avec vos parents, mais vous aurez aussi votre maison et aussi quelqu'un qui sera votre interlocuteur auprès des différents maires qui sont là au niveau du Sénégal. L'autre fonds que nous voulons faire, mettre en place, c'est surtout, nous voulons mettre en place un autre système qui concerne un peu les voitures. Vous voulez tous amener des voitures au Sénégal. Ils ont souvent de vieilles voitures. Nous, on s'est dit que, au niveau de notre parti, j'appartiens à la frange écologique de notre parti, ce qu'on appelle Génération Bleue, j'appartiens à celle-là. Mais j'étais ministre de l'Industrie et je me suis rendu compte que ceux qui achètent les voitures neuves, c'est vrai qu'il faut protéger notre industrie locale, et ceux qui achètent les voitures d'occasion, ce n'est généralement pas la même clientèle. Donc on s'est dit, on a analysé avec
les personnes qui sont des gens experts, des personnes expertes, on s'est rendu compte qu'un véhicule pouvait avoir 1 an ou 2 ans et être plus vieux qu'un véhicule qui a 10 ans. Ça dépend de l'utilisation. On s'est dit, on est en train de réfléchir. On n'a pas encore fini la réflexion. On s'est dit, soit on fait sauter le verrou de l'âge du véhicule en disant que chaque véhicule qui vient sera soumis à un contrôle de certificat de navigabilité. Si le véhicule ne pollue pas, s'il est apte à rouler ici, il faut toujours aller rouler au Sénégal. Et par conséquent, il faut un système de délivrance de certificat de nationalité ici ou à l'arrivée au Sénégal pour que le véhicule, quel que soit l'âge, puisse être dédouané pour que les gens puissent l'utiliser. Il faut aussi faire une autre discrimination pour les véhicules spéciaux. Vous avez tous envie d'envoyer des ambulances dans les villages les plus reculés, ou des vieux tracteurs que vous avez pris ici, ou un certain nombre de camions qui peuvent encore être réutilisables. Donc pour ces voitures aussi, nous allons avoir une politique spécifique pour permettre de les amener sans trop de tracasserie. De notre côté, le Sénégal est un des seuls pays où les nationaux n'ont pas de privilèges. Quand vous rentrez au Sénégal, on vous considère comme tout le monde. Vous passez dans les mêmes guichets. Nous, on s'est dit qu'on va mettre des guichets spéciaux pour les Sénégalais qui vont passer là. Souvent, vous allez en vacances, ou bien vous allez pour des événements heureux ou malheureux. Vous amenez des cadeaux, vous ne faites pas de la fraude généralement. On va vous contrôler quand même, on ne va pas vous laisser partir comme ça. Mais il y a une discrimination positive pour que vous puissiez amener le maximum de bagages au niveau du Sénégal sans être fatigué et sans recevoir les tracasseries de la douane et de la police. Donc je pense que de façon générale, j'ai dit ce que nous pensions faire pour l'immigration. J'espère que je n'ai pas oublié quelque chose, mon ami Sonko. Et de façon générale, nous sommes en train de réfléchir. Ce que j'ai oublié, c'est qu'en France, l'immigration n'est pas la même. Demain, je serai en Espagne. J'étais hier. Et j'étais aussi en Israël. Les gens ont dit qu'est-ce qu'il allait faire là-bas. Mais vous savez, j'étais là-bas avec des Arabes. Hein. Il ne faut pas qu'on soit plus royaliste que le roi. J'étais allé là-bas, j'étais allé pour une conférence internationale. Et j'ai profité pour visiter la technologie israélienne, les entreprises israéliennes. Ces gens-là, si vous ne leur parlez pas, vous ne pouvez pas savoir qu'est-ce qui se passe. J'ai interpellé le Premier ministre, et qui m'a dit beaucoup de choses sur ce qui est en train d'être fait. Par conséquent, sachez que le savoir, il faut aller le chercher où il existe pour le plus grand bénéfice. Israël a fait beaucoup d'efforts dans l'agriculture. C'est un pays tout à fait raviné, c'est des montagnes. Mais aujourd'hui, ils sont autosuffisants alimentairement. Nous vivons sur nos parents arabes. Nous avons la même religion. Mais partout où on aura des possibilités d'aller pour développer le bien-être et le quotidien des Sénégalais, nous irons. D'autant plus que j'étais dans une conférence internationale et il y avait tout le monde. C'était important, je pense, que nous puissions aller partout. Donc nous, on s'est dit que pour que vous puissiez être des créateurs de richesse, ne pas seulement quand vous avez de l'argent aller au Sénégal prendre une deuxième femme là-bas. Pas des hommes. Mais il faut investir. Et pour cela, il faut que l'État vous accompagne en créant des zones franches industrielles. Ces zones franches, chaque fois que vous venez vous y installer, vous serez exonéré d'impôts et de taxes pendant 10 à 15 ans, de manière à créer des emplois. Ces zones franches, on les installera dans les 14 régions du Sénégal. Pour que les unités industrielles dont je parlais tout à l'heure, chaque fois que l'État aura apporté, supposons 1 milliard, on ouvre le capital. Les petits porteurs peuvent avoir des actions là-dedans. Parce que la vocation d'un État, ce n'est pas faire du commerce. Mais il faut d'abord accompagner le secteur privé. Il sera ouvert au secteur privé national, à l'immigration, mais aussi au secteur privé international. Pour que
au bout de 10-15 ans, l'État puisse se retirer carrément pour que ces unités industrielles qui ont été en marche puissent fonctionner comme cela fonctionne partout ailleurs. Donc je considère que j'ai beaucoup parlé. J'ai été très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Notre parti est un parti du centre. Nous sommes déjà membres de l'Internationale démocratique et centriste. Je suis rentré hier de Madrid où nous avons été conviés au congrès du Parti populaire européen qui dirige aujourd'hui l'Europe, que ce soit le Conseil de l'Europe, la Commission européenne, le Parlement, nous le dominons aussi, les sociodémocrates. C'est vrai qu'il y a un Allemand qui dirige, qui est de la gauche, mais dans quelques mois, tout sera contrôlé par le Parti populaire. Donc nous sommes dans cette grande famille politique. Il y avait là Sarkozy, il y avait Angela Merkel, il y avait Rajoy, le Premier ministre du Portugal qui n'a pas pu venir, et d'autres. Là aussi, nous avons noué des relations de partenariat, où d'ailleurs une mention spéciale a été faite à Alassane Ouattara, qui n'a pas quitté totalement nos amis libéraux, mais qui a déjà un pied très très ancré au niveau de l'Internationale démocratique centriste. Donc nous sommes en train de travailler à élargir nos bases dans la diaspora. Au niveau du Sénégal, je viens d'avoir la présidente de femmes de Hadi Diop, l'ancienne ministre d'État, qui aujourd'hui à Kaolack est en train d'abattre un travail de titan au niveau de Kaolack, de Nioro et de Kaffrine. Donc le parti, ce n'est pas un parti, parce que je suis commissaire de police, j'ai lu dans les discours. Le monsieur qui est venu d'Italie là, il n'a pas prononcé toute sa phrase, mais il a semblé vouloir dire que il ne faut pas que j'ethnicise le Sénégal. C'est ça que j'ai dit. Il est là. Je sais, vous n'avez pas terminé votre phrase, mais... Alors, pour ceux qui connaissent mon histoire, Diana Diédhiou l'a rappelé tout à l'heure. Moi, je suis issu de 3 cultures. Je disais quelquefois, je suis Diola, je suis Sénégal et je suis Peul. Pourquoi je le dis? Mon arrière-grand-père, il est peut-être plus sénégalais du Nord que toi, parce qu'il vient de la région de Thiès et un peu de la région du Cap-Vert. Il a été né au niveau de Bambilor. Il est venu après habiter à Mbao. Sa mère est une sec de la même famille que la maman de Seigne Mansour Sy et du Khalif général de l'Aïd. Mon arrière-grand-père qui s'appelle Songangom, qui est un CN puissant avec du sang lébou, est allé en Casamance, où il s'est installé d'abord à Calabar, et après à Diembéring, et ensuite il est allé créer le village de Bouko Diembéring avec des familles Mbaye. Il a épousé une princesse Diola qui venait de Calabon, qui s'appelle Assé Calabon. C'est une dame qui avait la particularité d'avoir que des jumelles. Alpha il était... Donc, une de ses filles a été mariée à mon arrière-grand-père et l'autre au grand-père de Joseph Mathiam. C'est pour ça que ce sont mes oncles. Mon grand-père, donc, qui s'appelle Ganangom, donc un nom bien célèbre, a épousé ma grand-mère, qui s'appelle Diata et qui est la cousine de Aline Sitoé Diata. Donc c'est celle-là, la maman. C'est celle-là, la maman de ma mère. Mon père est un peu puissant, il n'a pas de mélange. Donc dans mes veines, tous ces sangs, le sang Diola, le sang serré et le sang peu. Je me sens profondément sénégalais. Mais chacun vient de quelque part. Moi, je suis originaire de Ziguinchor. Mon père vient de Kolda, ma mère est de Ziguinchor. Je suis né là-bas. Je suis de la Casamance. Quand je vais dans un combat, les premiers qui doivent me soutenir, ce sont mes parents. S'ils ne le font pas, ils vont dire que celui-là n'est pas bon. Parce qu'en Wolof, on dit que il faut que d'abord un mot comme de moi. Si mes parents disent que je suis bien, ça veut dire que je suis quelqu'un de bien. S'ils viennent autour de moi, ça me donne rassurer les autres, ça veut dire que je suis quelqu'un de bien. Autre part, mon épouse,
Mais elle est de Fatick et de Sinthiou-Baba. Il y a mes beaux-frères là-bas qui sont aussi une bonne temps. Donc, moi, je ne serai politisé ni ethniciser quoi que ce soit. Par conséquent, mais je compte s'il le soutient, parce que chaque homme politique a une base. François Hollande, il est de Corrèze, il a été élu là-bas, avant d'être président de France. Je viens de quelque part, je viens de Bordeaux, c'est lui qui contrôle là-bas. Mais quand on a une vision qu'on décline déjà au niveau micro, avec toutes les réalisations que nous sommes en train de faire à Ziguinchor, j'ai quand même une ambition légitime de devenir président du Sénégal. Et puis sur le plan de l'expérience, j'étais très jeune commissaire de police quand Abdou Diouf m'a appelé à ses côtés. Ce n'est pas moi qui m'a amené à la présidence, c'est Abdou Diouf. J'étais son chargé de mission et je m'occupais du bureau d'analyse et d'orientation où j'avais dirigé une division politique. J'étais jeune commissaire. Abdou Diouf m'a poussé à continuer les études. Donc c'est de là que je suis devenu docteur en droit, ici en France. Je suis allé en Malaisie pour faire des cours en gestion internationale écrite pour parfaire mon anglais. Je suis revenu en France pour faire l'école nationale d'administration. Donc par conséquent, je suis retourné au Sénégal en fin 2000. Il y avait déjà l'alternance politique au Sénégal. Et le président Abdoulaye Wade, à partir de 2000, parce que quand j'étais ici, il m'avait demandé de rentrer. Quand j'aurais fini mes études, comme il cherchait des jeunes talents. Et j'ai eu l'honneur de faire partie de ces jeunes talents qui l'ont accompagné au niveau de la présidence de la République. Par conséquent, sur le plan de l'expérience, je ne vois pas quelqu'un qui a plus d'expérience parmi que moi. Ah ouais! Je suis d'abord resté. J'ai discuté avec Abdou Diouf l'autre jour, on était dans l'avion. J'ai dit, mais monsieur le président, partout où je suis parti, j'ai vu vos photos. Il m'a dit, mais vous les verrez que là. Parce qu'Abdou Diouf a été secrétaire général de la présidence, il était aussi directeur de cabinet. Après, il est devenu ministre de l'Industrie, des Mines et du Plan. Ensuite, il est devenu Premier ministre et ministre des Forces armées. Donc moi, quand j'étais secrétaire général où Abdou Diouf a été, il m'a dit, c'est là le cœur de l'administration. Quand vous êtes secrétaire général, vous faites du tout. De l'agriculture, vous faites de la sécurité, de la diplomatie. Vous faites de tout. Parce que vous êtes le pivot de l'administration. Vous êtes un peu une sorte d'interface entre le président et le gouvernement. J'étais là pendant 8 ans et demi. Si j'étais à là, Abdoulaye Wade m'aurait renvoyé. Donc j'ai acquis de l'expérience à ce niveau. De là-bas, j'ai été nommé ministre des Forces armées. J'étais peut-être un des plus jeunes du Sénégal à avoir occupé ce poste-là. Les forces armées, c'est la défense nationale. J'ai appris comment ça fonctionne, même si j'étais quelqu'un de force de sécurité. J'ai appris comment mener les négociations. J'ai appris comment définir la politique de défense d'un pays, de la stratégie. Et donc, par ce conséquent, et ma dernière fonction, c'est celle de l'économie réelle. J'étais ministre de l'Industrie, de l'agro-industrie. Je ne vais pas oublier les mines, parce que ça, c'est Kédougou. Oui. Les mines, mais aussi les paiements. Donc, on a fait de la stratégie économique. Et quand vous faites ces trois départements-là, ces trois positions, vous pouvez être un super chef d'État. Je considère que j'ai l'expérience. Après, je suis devenu maire. Au niveau des maires aussi, tout de suite, je suis devenu président de l'association des maires. Je suis devenu membre du bureau africain des maires, membre du bureau mondial des maires. Et puis, aujourd'hui, je suis le président de la première commission au niveau de l'association internationale des maires francophones. Donc, par conséquent, nous avons fait de grandes réalisations avec mon frère et ami Karim Wade, tout le monde le sait. Nous avons été dans le Golfe, nous avons apporté beaucoup d'argent pour notre pays sous les directives du président Wade. Par conséquent, je pense que sur tous les domaines, entre ce qui est là et nous, il n'y a pas de faute. Je considère qu'il est important que chacun de nous ait ses ambitions. Dans le respect
Macky Sall avait les mêmes problèmes que moi. Quand il se levait, mes parents à Alpula, là, tout le monde se levait. J'ai les mêmes problèmes, hein, moi, quand quelquefois je vais en Espagne. Quand il y a les meetings là, les Peuls là, ils viennent, ils parlent le Peul. Parce que pour eux, je dois répondre en Peul. Quand je vais là-bas, les Mandingues, les Diola, ils parlent Diola, je dois répondre là. Mais tout ça, c'est de la richesse. Moi, je considère que c'est de la richesse. Parce que j'appartiens à plusieurs cultures. Quand je suis allé dans le Ferlo, j'étais accueilli comme si j'étais à Casamance, parce que je parlais Peul avec eux. Et je parle Wolof, je m'exprime un peu en sérère. Par conséquent, personne n'est plus sénégalais que moi. Je suis peut-être en dehors à parler toutes ces langues-là. Donc, c'est quelque chose d'important et de fondamental. Donc, je voulais vraiment vous dire merci. Merci d'être venu. Je remercie aussi la presse. On m'a dit de les remercier. J'étais là depuis le départ. Et j'espère que vous n'allez pas déformer mes propos. J'étais très conciliant et très constructeur. J'ai parlé des chiffres parce qu'on dit généralement les petits esprits parlent des autres et les grands esprits parlent de principes et de théories. Donc par conséquent, merci encore une fois. Félicitations à la section du CES de France, de l'Île-de-France. J'espère que votre exemple sera suivi par Bordeaux, par Mulhouse et par toutes les autres grandes villes. Et que nous puissions en tout cas vulgariser notre vision de manière à ce que notre programme aille de l'avant. Je vous remercie.